Parce qu'aujourd'hui, c'est la grosse problématique des collaborateurs. Personne ne veut être aujourd'hui associé à l'image du handicap. Ouais. Quand on parle de menaces de mort, quand on passe déjà sa journée à être moqué, qu'on rentre à la maison, qu'on se connecte sur les réseaux et qu'on t'envoie une menace de mort, est-ce que je voulais... désolé, être enfin moi-même. Oui, et puis trouver un boulot, en fait. Oui, Ouais, voilà, mais pour ce que je suis et non sur ce que je représente. Qu'en fait, je subissais clairement cette discrimination liée à l'embauche, le fait que je sois une femme, jeune maman, en situation de handicap et de surcroît invisible. On m'a prise pour une tarée. Ah oui. Idiopathique diffus, appelée aussi fibromyalgie, qui touche à peu près 2 à 3 millions de personnes en France, donc 85% de femmes. Et c'est pas reconnu par la sécurité sociale, il n'y a pas de traitement, et ce sera ça toute votre vie. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Inspire pour ce nouvel épisode. Alors après une actualité riche pour le milieu du handicap, on était hier place de la République pour une mobilisation en faveur de la loi des 20 ans qui a apporté des fruits mais peut-être pas suffisamment encore. Et ce matin on était au sommet citoyen, donc un programme riche et comme d'habitude je reçois des invités de qualité. Pour ce podcast, vous le savez, j'ai une entreprise adaptée. C'est une entreprise qui recrute des personnes handicapées, au moins 55%. On a créé un concept de food corner, de petite cantine d'entreprise. Et en complément de ça, pour sensibiliser, j'ai créé ce média, ce podcast et ces vidéos conseils pour sensibiliser sur le sujet. Et je reçois donc, comme je le dis, des invités qui sont toujours inspirants, avec lesquels il y a des anecdotes et des programmes riches à discuter. Et là, aujourd'hui, je reçois Tiffany. Tiffany, donc, du coup, qui partage beaucoup de choses à la fois sur les réseaux, mais aussi au travers de ses conférences. Elle est conférencière TEDx sur le handicap invisible, puisque elle-même est touchée par 2 handicaps, si tu voudrais bien nous en parler. En tout cas, Tiffany, merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue dans ce podcast. Merci Gislam pour l'invitation et de me recevoir ici. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous regardent ? Eh bien, Tiffany, comme tu l'as dit, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille de 7 ans, d'un petit garçon de 5 ans et je suis entrepreneur depuis 5 ans et notamment aujourd'hui en qualité de conférencière en France à l'international sur les sujets de la diversité, de l'inclusion, mais aussi évidemment du handicap invisible, comme tu l'as dit, puisque je suis concernée. Ouais, alors, on va avoir un riche programme avec toi. On va parler d'emploi, de RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, le TDAH aussi, le trouble déficitaire de l'attention et avec ou sans hyperactivité. On va parler aussi de dépression et de rebond, enfin voilà, de pas mal de sujets. Merci. Merci de te livrer à ce point. Donc je me permets de te taquiner sur plein de choses parce que je sais que toi, il n'y a pas de tabou sur le sujet et c'est ça qui est top. Et justement, si on veut déconstruire les préjugés, aujourd'hui, il faut justement savoir en parler, en rigoler. On en parlait même avec l'histoire de l'humour, avec Artus et tout ça. Voilà, il faut savoir en parler avec bienveillance et avec respect. Exactement. Donc tu es, comme tu dis, entrepreneur. Donc avec le langage inclusif. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai dit entrepreneuse. Entrepreneuse, oui, je sais pas ce que j'ai dit, mais entrepreneur, je crois. Ouais, bah écoute, entrepreneuse, on se comprend entre femmes. Tu as ta boîte. C'est ça. Tu as ton entreprise. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avant d'arriver à ça, tu es quand même passé par le parcours classique de la personne qui cherche du boulot. Et tu t'es quand même fait vachement remarquer par tes annonces de recrutement, ou en fait, par 2 fois d'ailleurs, une fois à l'écrit, une fois en vidéo, où tu recherchais pas un emploi, mais tu recherchais à recruter ton patron, et ça avait vachement buzzé. Tu peux nous raconter cette histoire-là pour démarrer ? Exactement, une belle introduction pour montrer un petit peu dans quelle énergie, en tous les cas, je vois les choses aussi autour du handicap, puisque en fait, je subissais clairement cette discrimination liée à l'embauche, le fait que je sois une femme, jeune maman, en situation de handicap et de surcroît invisible. J'enchaînais beaucoup les entretiens d'embauche, mais sans avoir de réponse exacte sur la raison pour laquelle on ne voulait pas de moi. Donc à chaque fois, c'était merci d'avoir candidaté, malgré toutes la qualité. Que c'est votre CV. On s'est pas concerté, mais on avait la même phrase. Malgré la qualité de votre CV. C'est ça, voilà. Nous donnons ma suite, machin. Et à chaque fois, je leur disais, j'écoutais à des fins d'amélioration, pouvez-vous me dire la raison pour laquelle ? Et jamais j'avais de réponse. Et donc à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, si personne ne veut m'embaucher, mais en fait, je vais embaucher mon patron. Et donc là, je me joue un petit peu de ces annonces préfaites, réalisées notamment via Le Bon Coin. Et donc, je décide de créer une annonce exactement de la même forme que si on embauchait un collaborateur. Et là, je l'ai faite de manière un peu détournée, humoristique, en disant qu'il leur faut le diplôme Jiffy de la gentillesse pour pouvoir m'embaucher, qu'il faut me rémunérer de manière décente, que voilà, enfin des petits trucs comme ça, pour que je puisse vivre et m'alimenter accessoirement. Et donc, du coup, cette annonce,
annonce, en fait, a fait le buzz dans les médias. Et c'est exactement par ce biais-là que j'ai pu du coup embaucher mon patron dans une start-up qui était basée à Paris et pour qui le télétravail n'était pas un sujet. Et c'était mon adaptation de poste privilégiée. Au hasard dans la com ? Ah bah tiens, t'es assez perspicace en effet dans la com. Oui, parce que quand on fait une belle annonce en tant que grande communicante, on passe dans la com. Alors tu sais que moi je parle souvent de ça, donc j'ai une vidéo que j'ai faite aussi sur la sélection des candidats. Le fait que femme, tel âge, tel handicap, etc. À la fin, la personne avait 1000 candidatures et à la fin, elle n'a plus personne et elle dit bah, donc incroyable cette pénurie du personnel. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà. Puis tu avais listé sacré truc, heureusement, c'est normal, évidemment qu'il n'y a personne. Et d'ailleurs, j'avais aussi eu une candidature incroyable d'une jeune femme qui m'avait fait une BD. Je ne sais pas si tu as vu ça, une BD dans laquelle elle était un peu timide, elle n'arrivait pas tellement à défendre son opinion, en tout cas elle voulait marquer le coup, et donc elle avait fait une BD de comment allait se passer l'entretien d'embauche. En gros, je la reçois, alors pourquoi tu veux venir ici ? Elle avait donné tous ses arguments, je vais venir ici pour ça, et du coup dans la BD elle avait refait mon bureau qu'on voit, c'est énorme. avec voilà, et puis j'avais dit d'accord, mais est-ce que tu peux m'en dire plus ? Et du coup elle avait fait toute la discussion de mes questions qui pouvaient être gênantes ou embarrassantes, et sur lesquelles elle répondait, et à la fin je disais bon mais super, je la prends. Et vous voyez la BD, donc le CV c'était une BD qui racontait tout ça, énorme. et dans laquelle à la fin elle mettait, comme je sais que vous n'avez pas le temps, parce qu'évidemment, toujours à fond, vous n'avez pas le temps, là du coup, pas besoin de faire l'entretien, je l'ai déjà fait, voilà comment ça va se passer, à la fin vous me prenez, tout ça. Et non, du coup je l'ai embauché. Et je l'ai prise à la com, et Lily, tu sais que c'est toi en plus qui va faire le montage là, de la vidéo. Donc elle m'aide beaucoup pour le podcast et tout. Donc, trop chouette. Raison pour laquelle j'ai un peu spoilé, c'est que je me doutais que quand on était un grand communicant et qu'on arrivait à faire des annonces un peu rigolotes, qu'est-ce qu'on nous donne comme une offre ? De la com. Exactement. Donc génial cette aventure. Alors je vais la mettre ton annonce là. Et après tu avais fait donc ça tu as travaillé un peu dans la com, c'est ça, pendant combien de temps ? Alors officiellement en tant que responsable communication, ça a duré au final 2 ans puisque après j'ai été licenciée à cause du Covid. Ah d'accord. Donc oui. Oui, pas pour de faute ni quoi que ce soit, vraiment pour les raisons économiques liées au secteur, puisqu'on on proposait des Wi-Fi de poche qui étaient associés au secteur du tourisme et du voyage, etc. Donc clairement un des premiers secteurs touchés. Et donc du coup, j'ai été la première à sauter. Mince. Et donc là, chômage. Et un nouveau rebelote, je cherche un nouveau boulot. Voilà. Et là, tu retrouves le même parcours, c'est ça, à nouveau, discrimination, difficulté ou pas ? Ah, puis alors cette fois, j'ai 2 gosses. Ah oui, pas un, donc du coup, j'ai 2 fois plus de préoccupations. Mon état de santé, c'est très net. Plus. Ah non, mais c'est ça. Limite, faudrait que je le mette. Non, je ne le mets pas, je peux pas m'engager sur ça. C'est débile, quoi. Mais là, pour le coup, mon état de santé s'est en plus dégradé entre-temps, parce que j'ai rencontré un virus qui a déprogrammé tout mon corps. Donc en plus de ça, je suis encore plus handicapée que la dernière fois. Et en plus de ça, on arrive dans un secteur, dans un moment économique de notre pays où il n'y a pas une seule projection possible pour n'importe quel poste, et encore plus pour les fonctions support qui vont être la communication, les ressources humaines, etc. Donc là, absolument aucune possibilité d'embauche. Mais déjà, les offres aussi sont assez maigres, quoi. Ouais, la raison pour laquelle tu as été licenciée, c'est la raison pour laquelle c'est difficile pour tous de trouver un boulot. C'est puisqu'effectivement, une boîte, avant de se prononcer, elle veut savoir c'est quand la fin du confinement, c'est quand on reprend l'activité, quel va être l'impact économique et tout ça. Exactement. Mais malgré tout, tu uses un goût nouveau de malice. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Alors là, je décide de reprendre une chanson parce qu'en fait, j'aime beaucoup chanter. Je faisais de la scène et tout pendant longtemps. Et ma fille, à ce moment-là, qui avait, je sais pas, on était en quelle année ? On est en 2021, donc ma fille avait 2 ans et demi. Et ma fille me dit, elle arrête pas de chanter la chanson d'Angèle, c'est oui ou bien c'est non. Puis ça me trotte dans l'esprit. Et puis un soir, j'ai une idée, je suis purée. Je crois qu'il faut que je la reprenne, cette chanson-là, en mode c'est oui, c'est bien, c'est non, on m'embauche ou on m'embauche pas, en fait, par rapport au contexte. Le lendemain matin, je me réveille. Premier truc que mon cerveau il fait, c'est qu'il écrit les paroles. Donc en l'espace de 10 minutes, toutes les paroles étaient faites. Ensuite, je me suis levée, je me suis préparée, bam, directement le tournage à faire en mode hyper artisanal. Je suis pas monteuse, je suis pas chanteuse, j'ai pas tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Me voilà enregistrer dans ma voiture en mode avec le wifi qui déconne, etc. Prendre mon casque qui faisait office de micro à peu près quali, etc. Mais vraiment du bricolage pas possible. Exactement. Ouais. Et ma vidéo se termine, je finis par faire les montages, etc. À 11h, ma vidéo est prête. Je la mets sur YouTube, je l'envoie à un ami journaliste auprès de qui il avait déjà relayé mon autre offre qu'on a parlé. Sauf que là, ça fait encore plus le buzz dans les médias. Ça a même fait l'objet d'une question de culture G au 12 coups de midi Jean-Luc Reichmann.
Merci d'ailleurs Jean-Luc. 2 ans plus tard. Et donc du coup, ouais, ça m'a apporté beaucoup de notoriété en l'occurrence à ce moment-là. Bah voilà, simplement de saluer que voilà, il y a quelqu'un qui essaye de faire les choses différemment. Et dans cette chanson-là, j'exprimais notamment que je cherchais à faire de la com, de la RSE, que j'étais handicapée, mais en même temps, enfin, j'en venais pas à faire un sujet non plus dans la chanson, mais que c'était pas une fin en soi du tout. Je suis capable de faire des choses. Et là, j'essayais de montrer justement quelles étaient mes compétences. Donc on a salué tout ça, mais absolument aucune offre d'embauche. Ouais, par contre, cette fois-ci, ça n'a pas été conquis, hein. Plus de buzz, mais moins de postes. Bah, zéro. Ouais. Zéro proposition, parce que c'était tellement fragile à ce moment-là qu'en fait, personne ne pouvait se projeter. Ouais. Donc la seule manière pour moi de rester compétente à ce moment-là, c'est de créer ma boîte. Malgré tout, je voulais que tu en parles de ça parce qu'une fois quand même sur 2, les 2 fois où tu as buzzé sur un sujet comme ça t'a quand même permis d'avoir un taf. Et moi, je trouve que l'audace peut payer parce que combien d'annonces t'as faites ou combien de réponses t'as envoyées? 30, 40, 50, 100 parfois, plus, voilà. Voilà, on est sur ce sens-là. Ouais. Une idée un peu audacieuse, je dis originale, a abouti. Alors une fois sur 2, certes, mais un poste. Et l'exemple que j'ai pris sur Lily, c'est la même chose. C'est qu'en gros, l'audace, ça permet des fois de fragir, de casser des lignes, tout ça. Et de toute façon, perdu pour perdu, refusé pour refusé, autant tenter. Qu'est-ce qui serait passé sinon? Pas grand-chose de plus, encore refus. Ouais, c'est exactement ça. Je me suis dit, qui tente rien à rien. Je me dis, à un moment donné, foutu pour foutu, voilà, autant être pleinement moi-même, et quitte à ce que je sois pleinement moi-même, au moins on m'embauchera en connaissance de cause. Ouais. On saura que je suis complètement décalée, que je vais dans tous les sens, que voilà, mais en même temps, je peux produire quand même des choses, je peux générer de l'intérêt, etc. Et donc, du coup, par rapport à mon métier, ça peut être intéressant quand même. Donc, faut être et à la fois soi-même, et à la fois être un minimum, faire preuve d'un minimum d'intelligence dans le process dans lequel on fait les choses. En tous les cas, j'ai jamais fait ces actions-là dans le but de faire le buzz. Ouais. Je les ai faites vraiment parce que je voulais, être enfin moi-même. Oui, et puis trouver un boulot, en fait. Oui, voilà, mais pour ce que je suis et non sur ce que je représente. Non, mais voilà, moi je trouve que le message quand même de l'audace, c'est vachement intéressant de le passer. Et donc, avant de parler justement de ton handicap, tu as fait allusion, ou de tes handicaps, on va voir. C'est quoi ton parcours, ton enfance, enfin voilà, avant d'arriver sur le monde du travail, de monter ta boîte, qu'est-ce qui t'a construite en tant que femme? Spontanément, avec les côtés positifs et les côtés des fois qui peuvent être plus négatifs aussi. Spontanément, ce qui me vient, c'est rythmé par le fait que mon papa ait été militaire. Donc du coup, on a quand même beaucoup déménagé, notamment 3 années en Nouvelle-Calédonie, donc en brousse, dans un endroit où finalement, nous on était entre métro dans la gendarmerie, et puis finalement à côté de ça, j'avais mes copains qui vivaient dans des cases avec pas de carrelage au sol, l'électricité approximative. Enfin, il y avait un écart de confort, de vie a priori, mais pour autant quand on se retrouvait dans la cour d'école, blanc ou noir, on s'en foutait quoi. Enfin, on était juste des enfants qui jouent ensemble et très heureux de partager justement ces moments de vie tous ensemble avec nos cultures différentes et puis incroyable. Et l'innocence qui fait que la diversité elle est naturelle là où c'est ça qui m'a forgé, c'est-à-dire que c'est à partir de l'âge de 6-7 ans qu'on commence à avoir des souvenirs ancrés dans nos cerveaux. Clairement, moi je suis arrivée là-bas, j'avais 7 ans, j'ai l'impression d'être née là-bas, j'ai l'impression que toute ma vie a été forgée par la base de cette inclusion que j'avais déjà à ce moment-là, de cette tolérance, de cette bienveillance, de cet accueil que j'avais là-bas. Donc moi, quand je vis tout ça et que ça forge ma normalité et que j'arrive en France parce que voilà, il fallait déménager et que je suis complètement rejetée et que je vis le harcèlement scolaire parce que je suis différente des autres vis-à-vis de cette ouverture que je souhaite vivre aussi avec eux, là je me rends compte qu'en fait c'est pas normal. Ah, il y a quand même eu une période de harcèlement scolaire. Exactement. Donc l'inclusion, la diversité, pas forcément... Non, complètement. Non, je l'ai vécu en Bretagne quand je suis arrivée. Mais après coup, pas en Nouvelle-Calédonie. Après coup, pas en Nouvelle-Calédonie. Ah, donc en fait, en Nouvelle-Calédonie, là où il y a vraiment la différence, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est en France que tu vis ça? C'est exactement ça. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est vraiment en France où j'arrive, où moi, pourtant, je suis comme eux. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si, il pouvait y avoir ce côté un peu racial ou quoi que ce soit que j'aurais pu vivre en fait en Nouvelle-Calédonie. Pas du tout. J'arrive en France, je suis française, je partage avec eux avec beaucoup de joie et d'envie de leur faire découvrir ce que j'ai vécu. Mais on m'a prise pour une tarée. Ah oui. Par rapport au voyage. Par rapport au voyage, par rapport à ce que j'avais appris, on se foutait de moi parce que je connaissais pas Napoléon, mais à côté de ça, moi je pouvais savoir qui était James Cook. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Il y avait un delta de culture. En fait, moi, j'étais forgée sur cette ouverture à l'autre, de partage, de rencontres, d'intérêt pour les autres, la curiosité, etc.
Mais j'arrive dans cette école et vraiment... Oui, parce que tu sors du cadre, encore une fois, tu n'as pas fait le programme de la République classique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc là, je comprends qu'effectivement, je sors complètement du cadre, que je ne suis pas comme tout le monde. D'ailleurs, l'instit, à l'époque, j'étais en CM2, a mobilisé quand même 2 après-midi pour pouvoir faire des sessions octroyées à ma personne pour savoir c'est quoi le problème avec moi. Je me dis, mais à quel moment aujourd'hui on ferait ça, d'humilier un enfant, de se dire, bon écoutez, maintenant on se met tous vis-à-vis de Tiffany, c'est quoi son problème? Ben non, en fait, à un moment donné, c'est pas normal. Donc là, je me retrouvais toute seule en train de pleurer pendant tout l'après-midi parce que, ouais, Tiffany est différente, Tiffany, elle comprend pas ce qu'on dit, Tiffany, machin, mais... Voilà quoi, alors que j'étais pas du tout une enfant turbulente, mes parents n'ont jamais été appelés pour pouvoir dire Tiffany elle a un problème, machin, non, c'était vis-à-vis des élèves quoi. Une autre époque, et pourtant c'était pas si loin quoi. Ah bah non, parce que j'ai que 31 ans, donc c'était il y a 20 ans. Ah ouais quand même, mine de rien, ça fait déjà 20 ans. Ok, et après ça, donc on arrive à l'adolescence. L'adolescence, vieux sujet, tout ça aussi. C'est cette quête de qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes envies, en même temps vis-à-vis du regard des autres, comment est-ce que je me construis, etc. Moi, j'étais blonde, donc c'était la période où les blondes, c'était des grosses nunuches, donc voilà. J'avais des bonnes notes à l'école, j'avais des lunettes, je suis la grosse intello, donc je suis nunuche et intello en même temps. Je me maquille pas, donc je suis une grosse cassos. J'ai pas de vêtements, mes parents n'ont pas forcément les moyens, je suis habillée chez District Center, des machins comme ça. Oh là, je suis encore une grosse cassos parce que j'ai pas d'habits de marque. Et en fait, tous ces commentaires-là associés à ma personne, du fait qu'en plus je sois fille de gendarme, mais en fait, cette fille-là va être balance, elle va tout dire à ses parents, donc du coup, faut pas être amie avec elle. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je rentre à la maison, puis à l'époque, il y avait ce fameux MSN. Ouais, le début des MSN. Et je me connecte, j'avais très peu de personnes. C'est là où il y avait le Wiz, là, non? C'est ça. Je le reçois un peu dans ma tête aujourd'hui, tu sais, quand t'as des petites alertes en mode attention, Tiffany, un petit Wiz dans la tête pour me prévenir qu'il faut pas aller dans ces situations. Mais et là, en fait, je reçois pour ma première fois une menace de mort. Donc c'est là où c'est allé un peu trop loin dans le truc un petit peu, c'est censé être drôle, ça va, c'est que des gamins, c'est des gamineries, etc. Non. Quand on parle de menaces de mort, quand on passe déjà sa journée à être moqué, qu'on rentre à la maison, qu'on se connecte sur les réseaux et que on t'envoie une menace de mort, du coup mon père a appelé le père de la jeune fille et puis le père lui a dit ça va, c'était pour rire, voilà, elle le pensait pas, etc. Mais il y a rien de drôle en fait. À ce moment-là, quand j'ai la chance d'être bien entourée dans ma famille, que mon père soit gendarme et qu'il soit un minimum prévenant là-dedans, et je pouvais en parler facilement, mais des enfants qui eux ne sont pas en mesure et ne sont pas forcément entourés et écoutés dans leur famille, mais en fait c'est pour ça qu'il y a des suicides et qu'il y a des dépressions, qu'il y a tout ça. On est d'accord que la menace de mort, c'est pas une vraie menace au sens premier degré de mort où on te menace d'éteindre ta vie, mais c'est l'impact psychologique que ça a sur les mots qui sont très durs et qui du coup te laissent penser que t'es pas considéré et que t'es considéré comme étant tu peux disparaître, on s'en fout quoi. C'est le message surtout qui est très très violent. C'est ça. Et du coup, en même temps, c'est pas là où tu commences à avoir ta maladie, justement? Vers 15 ans, un truc comme ça? Du coup, je déménage. On a fait que ça, de déménager dans le cadre des fonctions de mon père. Et là, je me dis, bon, allez, c'est bon, là, j'ai 15 ans, j'arrive dans un nouveau lycée, je suis comme j'ai envie d'être. Parce qu'à un moment donné, de faire le caméléon en permanence, ça va pas. Visiblement, je me fais pas intégrer, donc je vais être moi-même une bonne fois pour tous, et puis on verra bien, quoi. Sauf que c'est là où je me fais le plus de potes. C'est là où finalement j'ai plein d'amis différents, de différents horizons, de différents groupes, etc. Donc j'arrive un peu à finalement de m'être autant adaptée auprès d'autant de monde. J'avais vraiment une richesse de copains qui était cool, quoi. Et puis c'est là qu'en fait arrive ma maladie. Voilà, un matin, je sors de cours et 3 mois plus tard, après avoir déménagé où je me sentais vraiment pleinement moi-même, je fais mes premiers malaises. Et toutes les semaines, je fais des malaises, je tombe. Et c'est là que tout a commencé. Où finalement, à force de tomber, j'ai des douleurs dans tous les sens, je fais des crises de tétanie en permanence. Et puis là, le seul message du médecin, c'est de toute façon, ça doit être le stress de l'école, le lycée, c'est pas facile, donc on va vous me donner du Lexomil tous les soirs, ça va vous détendre pour dormir. Et puis du massage 2 fois par semaine, ça va aller. Il n'y a pas une prise au sérieux. J'allais même te dire, il y en a pas qui disent oui, mais il faut qu'elle mange ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, il y a tous ces raccourcis vite fait de elle tombe dans les pommes, donc c'est qu'elle a pas mangé. Ou... Ouais, il y a ce côté un peu hypoglycémique qui rentre sur les bords, tu vois. Donc depuis ce jour-là, effectivement, ça fait 16 ans que j'ai eu le coup. J'ai toujours du sucre avec moi. Quand je vais au restaurant, mes parents me donnent toujours les petites sucrettes du café pour que je puisse avoir ma réserve. Il y avait un lien ou pas? Non. Même pas. Non, même pas, parce que là aujourd'hui on me prend ma glycémie, j'ai pas de problème, quoi. Donc la maladie, c'est complètement autre chose. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, ça se manifeste comme ça par des malaises où je tombe, où je fais des malaises vagos en permanence, où je fais des crises de tétanie, et puis on met ça sur le côté psychologique, quoi. Bon, et en réalité, il y a un nom derrière cette maladie?
Il y a un nom vers cette maladie, mais que 7 ans plus tard, évidemment. Ah oui ? Ah bah oui, j'ai pas eu le diagnostic tout de suite. Faut pas rêver. Ah, incroyable. Ouais, parce que cette maladie-là, qu'on appelle très souvent maladie poubelle, pourquoi elle s'appelle comme ça ? Maladie poubelle. Ouais, complètement. C'est parce qu'en fait, il y a tellement pas d'examen médical qui prouve cette maladie qu'on sait pas vraiment d'où elle vient, comment elle fonctionne. Tellement de gens qui ont des symptômes assez aléatoires, mais en même temps qui se regroupent assez. Les médecins ont appelé ça une maladie poubelle de manière très vulgaire. Ah, comme il peut y en avoir encore 3-4, c'est ça à côté ou c'est que celle-ci qui est nommée comme ça ? Ah non, c'est que celle-ci qui est nommée comme ça. Maladie poubelle, ouais, d'accord. Ouais. Et c'est parce qu'on sait tellement pas ce que c'est. Non, là, on appelle ça fibromyalgie. Ah. Voilà. Et cette fibromyalgie, en fait, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992, mais pas reconnu par la sécurité sociale pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de biomarqueur, c'est-à-dire d'examen médical qui va prouver la fibromyalgie comme la sclérose en plaques ou la spondylarthrite ou d'autres examens qui vont vraiment avoir des imageries qui prouvent en fait. Donc comme il n'y a pas ça et que ce diagnostic intervient par élimination, c'est-à-dire qu'on fait toute une batterie d'examens qui vont dire bon écoutez là tout va bien, là tout va bien, là tout va bien, là tout va bien. Accessoirement j'ai d'autres choses à foutre que de faire des examens et à cet âge-là à 21 ans ça me coûtait un bras aussi, donc si c'était vraiment dans ma tête, effectivement, il y avait peut-être quelque chose à faire. Mais là, en l'occurrence, j'avais vraiment des douleurs partout, je ne comprenais pas. Et puis donc c'est le rhumatologue qui rassemble les pièces du puzzle et qui me dit bon bah voilà, on rentre dans le syndrome idiopathique diffus, appelé aussi fibromyalgie, qui touche à peu près 2 à 3 millions de personnes en France, donc 85% de femmes. Et c'est pas reconnu par la sécurité sociale. Il n'y a pas de traitement, et ce sera ça toute votre vie. Okay. Ciao. Ah oui, donc ça veut dire que mais t'as une prise en charge, t'as pas de prise en charge, c'est ça que ça veut dire ? Et tu peux être en arrêt maladie pour ça quand même. Le médecin il peut te mettre en arrêt. Ah oui, tu peux te mettre en arrêt, mais pourquoi faire ? Oui, mais est-ce que ça a un impact sur la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou pas du tout ? Est-ce que c'est une maladie invalidante ou pas ? Alors c'est pas reconnu comme une maladie invalidante, ce qui fait qu'on n'a pas d'affection longue durée. C'est là où j'appelle qu'il n'y a pas de reconnaissance de la sécurité sociale, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir la prise en charge à 100% de toutes mes examens, de toutes mes prestations santé. Donc, il a fallu accepter aussi ça, déjà, de se dire que tu as une pathologie qui est certainement reconnue par certains spécialistes, à peu près. Mais du coup, la sécurité sociale ne veut pas en entendre parler. Donc, je fais quoi de tout ça, en fait ? Parce que j'ai une réalité qui est là. Oui. Et donc, je fais mes recherches. Et là où moi, je travaillais depuis l'âge de 16 ans pour pouvoir oublier mes douleurs et pour pouvoir être utile au monde quand je travaillais plus. Enfin, j'étais employée polyvalente depuis l'âge de 16 ans dans un petit supermarché. Quand je travaillais plus, j'étais bénévole encadrante dans un centre aéré. Je travaillais toutes les vacances scolaires, les dimanches matins. Enfin, vraiment, il fallait que je travaille. C'était vraiment un exutoire. Et à partir du moment où je sais que ce n'est pas reconnu par la sécurité sociale, je cherche sur Internet, fibromyalgie, machin, handicap, reconnaissance et tout. Et là, je tombe sur la notion d'RQTH. Et là, je dis, tiens, c'est quoi ce truc ? Et là, je vois que c'est un document qui permet d'avoir des adaptations de poste dans son emploi. Ouais, la RQTH, c'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et c'est délivré par la MDPH, la Maison des personnes handicapées, maison d'ailleurs qui avait été créée il y a 20 ans lors de la loi handicap. C'est ça. Non, mais je dis les... Exactement, mais tu as tout à fait raison. et donc, je me dis, mais génial, là où je passe le plus clair de mon temps, je vais pouvoir avoir des adaptations financées par un organisme dédié, donc c'est même pas à la charge de mon employeur. Théoriquement, oui. Ça c'est dans le pays de la théorie, on est d'accord. Donc moi je vois ça comme une aubaine, je me dis mais génial, enfin une reconnaissance quelque part, ma maladie va pouvoir être reconnue d'une certaine manière et moi je vais pouvoir aller encore mieux dans mon emploi pour éviter de pondre des arrêts de travail en permanence. Comme tu dis, ça c'est la théorie. Parce qu'une fois que j'ai déposé ma RQTH, ma reconnaissance qualité travailleur handicapé devant mon employeur, il m'a dit mais moi j'ai pas du tout envie de faire le nécessaire. Alors pour la précision, il ne s'agissait pas de péter des murs, de devoir absolument tout aménager, tout un truc. J'étais responsable d'un magasin d'optique, donc j'avais un tiers de temps en clientèle, un tiers de temps dans les montages et un tiers de temps dans la paperasse. Donc j'avais un bureau de 40 cm de large où j'étais recroquevillée sur le côté pour pouvoir travailler comme ça. Donc au bout d'un moment, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, mais ça, que tu sois handicapé ou pas, c'est l'ergonomie, c'est pour tout le monde, quoi. Voilà, donc ça aurait pu servir pas simplement que pour moi, mais aussi mes collègues qui, quand je suis pas là, peuvent aussi prendre le relais. Enfin, c'est pour. Mais tu sais, je vais faire une parenthèse. Comme beaucoup d'adaptations au poste. Parce que tu sais, même dans les troubles, un trouble anxieux par exemple, tu vois, tu peux compenser en donnant l'ordre du jour avant, en faisant une adaptation un peu pour éviter justement l'anxiété. Mais si tu fais ça, tout le monde est gagnant. Mais bien sûr. L'employé ordinaire qui va recevoir de la bienveillance, son ordre du jour avant, qui va pouvoir se préparer, il va y gagner. Donc en fait, des fois, l'adaptation au poste, elle est valable. Et dans le cas que tu précises aussi, il n'y a personne qui est fait pour travailler comme ça, recroquevillé.
à terme, ça finira par lui faire mal aussi. Donc, exactement. Beaucoup d'adaptations, en fait, on croit souvent que c'est compliqué, cher et que de toute façon, c'est que pour une personne. En vrai, si tu le fais, ça peut être de manière collective un gain pour tout le monde. On est tout à fait d'accord là-dessus et je pense que là, on touche quelque chose au niveau RH qui s'appelle les RPS, la prévention des risques psychosociaux, qui touche absolument l'ensemble des personnels. Et là où moi, je sème la graine. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément OK pour pouvoir évoquer tous ces sujets-là. Mais en tous les cas, la RQTH, pour moi, je pense que ça devrait arrêter d'exister. Ah oui, carrément. Pourquoi est-ce que je veux dire ça ? Attention. Parce qu'à un moment donné, on a toutes et tous des besoins spécifiques. Oui. Et là, tu viens de l'illustrer par le fait que une adaptation pour une personne en situation de handicap peut valoir absolument pour tous les employés. On a toutes et tous des besoins spécifiques. À un moment donné, un collaborateur qui vient d'avoir un enfant qui est épuisé a besoin peut-être d'un espace sensoriel pour pouvoir se calmer, pour pouvoir se reposer justement pendant sa pause de midi et deux. Un employé qui va avoir des petites intolérances, qui n'aura pas de reconnaissance RQTH parce que c'est pas une maladie véritablement reconnue, et il aura peut-être le droit d'avoir une option à la cantine pour avoir du sans gluten ou du sans lactose et des trucs comme ça. Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est juste de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas juste poser la question de comment accompagner chaque humain dans ses besoins spécifiques, plutôt que de devoir absolument avoir un document qui va venir t'identifier comme handicapé, parce qu'aujourd'hui, c'est la grosse problématique des collaborateurs. Personne ne veut être aujourd'hui associé à l'image du handicap. Ouais. Enfin, pas personne, mais il y en a beaucoup effectivement pour que ça freine parce qu'ils se disent je vais être catalogué. Je suis pas capable, voilà. Je vais être, comment je vais être vu, personne va vouloir me faire confiance, je vais pas être vu comme quelqu'un de performant, tellement de croyances imitantes. Ouais, c'est pour tous les handicaps qui sont compatible avec le milieu ordinaire, c'est-à-dire en gros je peux travailler dans n'importe quelle boîte, je veux une petite adaptation mais j'ai pas besoin dans le milieu protégé ou dans le milieu adapté comme moi je peux avoir avec Trèfle par exemple, et effectivement toutes ces personnes-là ont peur du regard des autres, d'une reconnaissance qui va les cataloguer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défiance, mais ça vient aussi du tabou qu'on met sur le sujet, ça vient d'un manque de visibilité, donc c'est pour ça que tout le travail que tu fais ou que d'autres personnes font, je souhaite le valoriser pour que en fait on puisse casser ces tabous, casser ces lignes, parce qu'au contraire les employeurs doivent s'adapter, les RH doivent le comprendre, et pour moi je pense qu'à la fin c'est bénéfique pour tout le monde. En fait ce que tu dis c'est qu'on devrait avoir une somme d'accueil individualisé comme les programmes d'accueil individuel, les PAI. Exactement. Et en fait tu fais un PAI pour chacun et à la fin tu as une équipe qui est diversifiée avec chacun sa singularité. Exactement. Et qui peut travailler ensemble parce qu'il y en a un ça va être le siège, l'autre ça va être le management, l'autre ça va être la flexibilité horaire parce qu'il est aidant. Exactement. Et à la fin tu fais en sorte que tu as une équipe qui trouve son compte et chaque individu qui peut travailler et s'occuper de lui ou de sa famille ou qui veut, quoi. Le point névralgique aujourd'hui, c'est la confiance. Ouais. On n'a pas confiance en l'humain et en sa capacité à être et agir dans un cadre de liberté. Je dis cadre de liberté volontairement, parce que c'est pas parce qu'on va octroyer de la liberté que tout de suite ça va faire n'importe quoi et que la personne va se disperser et puis qu'elle va pas être performante parce que voilà. Non, c'est comment dans un champ limité on peut dire à la personne, écoute, moi je t'offre une mission. Je te laisse la possibilité. Alors des fois il y a des procès, je dis pas que c'est évidemment fait pour tous les secteurs d'activité, mais comment est-ce qu'on peut laisser la personne dans son libre arbitre être pleinement qui elle est dans toutes ses singularités et pas simplement associée à la casquette handicap, à celui qui n'a pas de diplôme, à celui qui est en fin de carrière. Je veux dire, à un moment donné, stop quoi. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de l'individualité de chacun, de son histoire, de son parcours ? Oui, ça demande effectivement de prendre le temps d'échanger avec des humains. Oui, de fixer le cadre aussi, comme tu dis. Mais ça, alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. J'avais fait un post un jour qui avait énormément buzzé, mais avec à la fois du bon commentaire comme du mauvais, où j'avais expliqué que moi, j'en avais marre d'entendre les salariés demander s'ils pouvaient partir chercher leur enfant, s'ils pouvaient faire ci, faire cela. Mais en fait, en disant qu'en fait, je leur faisais confiance pour faire leur travail, parce que, et c'est là où les gens n'ont pas lu, il était clairement identifié. C'est ça. Je te recrute, un tel, par exemple, pour faire en sorte que tous les vendredis, il y ait une chaîne, il y a la vidéo YouTube qui sorte. Ok. Donc c'est bon, à partir de là, tu peux partir chercher ton gosse à l'école, tu t'organises. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, par contre, c'est clair et net que tu dois faire un montage, une description, les timecodes, et vendredi, ça soit publié. C'est tout. Donc j'ai plus besoin que tu me demandes ça. Évidemment, la personne qui doit ouvrir un magasin à 9h, la mission c'est à 9h, tu dois ouvrir le magasin. Bah ouais, donc du coup, la flexibilité, organise-toi vraiment pour que tu sois en mesure de... Et sauf exception, maladie, ou vraiment un truc grave ou autre, on va s'organiser pour ça. Donc c'est à ça que, comme tu dis, c'est la confiance, et pour ça que c'est un cadre de confiance. Tu as une mission, elle est clairement définie, on prend du recul et du coup je peux laisser les gens s'exprimer et travailler, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est exactement ce que je vis en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que là où on ne voulait pas de moi parce que j'étais handicapée dans le cadre de l'entreprise, mais qu'on veut de moi parce que je suis handicapée en tant qu'entrepreneur, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va m'offrir une mission
on va me faire confiance dans cette mission tant que ma mission est réalisée, peu importe comment je m'organise, du moment que je livre en fait ce qui est prévu au contrat. Pourquoi on ne considère pas chacun exactement de la même manière en entreprise? Ah oui, c'est mon point de vue, je suis d'accord. C'est du management, d'où tout ce projet de sensibilisation à la fois sur le handicap, mais aussi sur le management et sur le recrutement. C'est sûr. Donc après, on arrive sur ta partie justement où tu crées ta boîte, c'est ça. Donc après avoir fait une première partie, le premier poste, où tu as trouvé ton premier poste, la deuxième vidéo pendant le Covid, et c'est au bout de combien de temps que tu dis allez, c'est bon, je monte ma boîte et ma mission ça va être ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Alors, au moment où j'ai rencontré ce virus, donc la même semaine, j'apprends que je suis licenciée, donc j'ai belle nouvelle. Mais la même semaine, j'ai lancé en fait mon inscription à l'URSSAF pour mon entreprise. À la base, c'était simplement pour accompagner un ami pour faire du podcast. Et en fait, ça se fait pas. Donc il fallait que je recherche mon travail, etc. Donc j'avais mis un peu ça en suspens. Septembre, du coup 2020. Oui, on est en 2020, septembre 2020. C'est là où, du coup, je me dis, mais en fait, là, je suis dans cette impasse-là. Il faut absolument que si je veux gagner en compétences et en expérience, que je puisse vraiment capitaliser sur exactement ce que je suis capable d'apporter. Le fait est qu'effectivement, avec les 2 actions de communication que j'avais réalisées, ça avait apporté un certain crédit, une certaine légitimité sur ma capacité à agir. C'est comme ça que j'ai pu... Et à communiquer aussi. Du coup, sur mes compétences. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir mes premiers clients. Parce que j'étais en situation de handicap, que j'avais mes RQTH pour eux, ça rentrait dans leur OETH, obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc c'était déductible de leur quota. Et donc du coup, enfin de leurs 2 OETH, déclaration. En partie, oui, tout à fait. Toutes les actions comme ça. Voilà. Et donc du coup, en fait, on est venu me chercher parce que j'étais justement TIH, travailleur indépendant handicapé. Et donc, voilà, je fais mes premiers clients, j'enchaîne 50, 60 heures semaine. Je suis dépassée dans tous les sens. En même temps, j'ai ma situation de santé qui se dégrade. En même temps, j'ai mes 2 enfants bas âge à gérer. Enfin voilà, c'est un peu l'explosion dans tous les sens. J'ai mon diagnostic de fibromyalgie au stade sévère grave en juin 2021. Où là, mon interniste me dit clairement, si vous continuez comme ça, ce sera dans le mur. J'étais en fauteuil à ce moment-là, je n'arrivais plus à manger, je n'arrivais plus à respirer et à m'alimenter comme je voulais justement par rapport à ça. Enfin bref, je perdais du poids, c'était très compliqué et en même temps, j'assurais mes missions de travailleur indépendant. Alors tu vois, ce qui est fou, c'est que tu t'es retrouvé en fauteuil, non pas parce que tu es paralysé ou que tu as une paraplégie, tétraplégie ou autre, mais parce qu'en fait, tu ne peux pas te déplacer sans t'emmener les pommes ou sans. Exactement ça. Tu fais 500 mètres, t'es KO, quoi, c'est fini, quoi, et rideau, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, dès lors que j'ai compris que c'était un outil pour moi de vivre différemment, j'ai pas du tout vu ça comme mince, on va voir que je suis handicapée. Je ne l'ai pas vu comme étant discriminant pour moi, mais comme une opportunité de vivre autrement. Donc je me suis vraiment affranchie du regard des autres et c'était très intéressant d'ailleurs que pendant toutes ces années où j'avais vécu avec ce handicap invisible et que du jour au lendemain, je me retrouve avec ce fauteuil qui me rend visible, j'ai pu voir vraiment la considération des autres et à ma grande surprise, et je touche du bois si jamais ça devait me arriver, mais j'ai jamais subi une seule discrimination, ni de regard pesant, ni de remarques, ni quoi que ce soit. Peut-être plus à la limite exagéré, c'est-à-dire que les gens qui savent pas trop comment s'y prendre vont venir se dire voilà, il y a un petit côté infantilisant, vous êtes sûr que tout va bien, machin, donc et je peux pas avec vous pas eu droit quand même à ça. non ça va, mais je peux pas leur en vouloir parce qu'en fait c'est là où je veux vraiment qu'on puisse aussi en parler, c'est pourquoi on n'accepte pas la maladresse. Ça reste bienveillant. Mais la maladresse, à la base, c'est bienveillant. C'est que les gens essayent de faire bien les choses, ça part jamais d'une mauvaise intention. Donc je pense qu'il y a et des personnes qui ne sont pas concernées, qui sont face à une situation qu'ils ne connaissent pas, qui essayent quand même, du coup, à nous, en tant que personne concernée, d'admettre cette maladresse, lui apporter un peu de légèreté pour dire écoute, là, vu comment tu m'as dit ça, je t'avoue, ça me fait ressentir ça. Peut-être que à la prochaine fois, tu pourrais plutôt dire ça comme ça, parce que peut-être que ça peut être vexant pour une autre personne. Effectivement, là, ça demande un peu de pédagogie, ça demande de prendre le temps. Je comprends qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui, au bout d'un moment, ça les gonfle en fait de faire la pédagogie tous les 4 matins, etc. Je peux comprendre en fait. Mais je pense que si on est dans cette colère permanente à devoir rentrer dans le tas à chaque fois quand quelqu'un nous dit quelque chose qui a un peu de travers, ça crée du conflit. Mais c'est ça. Au lieu de dire en fait la personne derrière va dire putain, mais en fait les handicapés ils sont tous cons, quoi. Non, pas tous, mais c'est juste que on n'a pas
on n'a pas tous accès à la même chose au même moment. Il y a la fatigabilité qui rentre en jeu, il y a tout le monde a ses problèmes, etc. À un moment donné, on souffre, quoi, on n'a qu'une vie. Et comment est-ce qu'on peut créer du dialogue entre nous quand on est des humains ? Non, t'as raison. Mais, alors, on en parlait avec Caroline dans une précédente vidéo. Justement, elle me disait qu'il y avait quand même très souvent des gens qui voulaient savoir comment c'était et autres. Bon. Et moi, je dis toujours, ok, la maladresse, il faut la considérer de deux façons. Soit, effectivement, elle est bienveillante, et derrière, tu vois bien que la personne, elle agit de façon gentille, ou elle te laisse la place et autres, et tu sais que voilà, c'est des maladresses de bienveillance. Il y a ceux, après, qui veulent faire des mauvais jeux, ou, bon, qu'il faudrait un peu plus se rééduquer, quoi, tout à fait. Mais ça passe aussi beaucoup par l'éducation, la sensibilisation. On parlait aussi des films de Disney qui sont aujourd'hui hyper inclusifs, des parcs de jeux qui sont de plus en plus inclusifs et autres. Et il faut encourager ça absolument, quoi. Il faut encourager sur le regard des autres, sur la diversité, sur tout ça, quoi. On est tout à fait d'accord et je pense qu'il y a une grosse responsabilité et c'est ce qu'a montré, en tout cas au travers de mon regard et de ce que j'ai pu comprendre, cette mobilisation hier que l'on a vécue ensemble sur les 20 ans de la loi 2005. Quand les médias m'interviewaient en mode mais pourquoi vous êtes en colère, qu'est-ce que vous avez... Je dis mais putain, mais je suis pas en colère, quoi, faut arrêter les gars, c'est pas parce qu'il y a effectivement une grosse injustice, qu'il y a beaucoup de travail à mener, qu'il faut pas non plus reconnaître ce qui a été mené. Oui. Et surtout maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est quoi l'action qu'on va mener au travers de ces choses qui ne vont pas bien. Mais quelque chose qu'on a vraiment énormément oublié de traiter à la racine de cette loi, c'est le dialogue. À quel moment on a appelé les personnes concernées pour pouvoir faire vraiment des solutions adaptées au terrain, les entreprises notamment par rapport à la RQTH, est-ce qu'ils étaient suffisamment accompagnés pour pouvoir justement mettre en place ce genre de dispositif, etc. Par exemple, l'école inclusive, c'est génial de pouvoir permettre aux enfants de pouvoir venir dans les écoles. Mais à quel moment on va former les AESH dignement ? À quel moment les enfants ils vont pouvoir avoir plus que 5 heures d'accompagnement par semaine ? Mes 2 parents sont AESH. Et je vois aujourd'hui, depuis ma mère, ça fait 10 ans, mon père, il vient tout juste de commencer sa carrière d'AESH. Mais c'est terrible, en fait, ce manque de reconnaissance. Donc, ça montre qu'il y a des possibilités d'amélioration. Et moi, j'essaye de voir ça comme ça. Je vais pas dire, oh là là, vous avez vu, c'est vraiment pas normal. C'est pas normal. Soit. C'est quoi la solution ? C'est quoi qu'on propose ? Il faut un plan d'action derrière. C'est ça. Mais on a oublié vraiment d'interagir avec les personnes concernées qui pouvaient être aussi source de propositions de par la réalité terrain qui est existante. Et donc, c'est à partir du moment où on va se concentrer sur un travail interministériel, à mon sens. C'est-à-dire que le ministère central, ça va être effectivement l'inclusion, la diversité, etc. Comment il peut travailler de manière conjointe avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère du Sport, enfin bref, tous les ministères, comment ils peuvent travailler conjointement avec les problématiques, en fait. C'est qu'on parle d'intelligence collective en entreprise. À quel moment le gouvernement peut peut-être se mettre un peu dans cette intelligence-là. Donc, mais ça demande des capacités humaines et ça, c'est pas forcément évident. Alors, en plus de tout ça, il y a un sujet aussi que tu développes pas mal, et sûrement que tu es concerné toi aussi, c'est le TDAH. On en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, TDAH, ça signifie trouble déficitaire de l'attention, et on peut y rajouter le H avec l'hyperactivité. Vu comme tu bouges dans tous les sens, je ne suis pas un diagnostiqueur, mais j'ai le sentiment que tu l'es. Alors, justement, qui peut dire aujourd'hui je suis TDAH ? Parce que moi j'ai constaté que c'est quand même un effet de mode de gens qui sont souvent sur les réseaux, qui papillonnent ou autres, se prétendent très souvent, autoproclament TDAH, alors que quand même ça demande d'avoir un parcours et un diagnostic très précis. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. En effet, c'est un vaste sujet, puisqu'en plus j'ai eu un diagnostic tardif. Comme beaucoup. Hein. Voilà, non mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus de diagnostics tardifs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on en parle. Et comme on en parle, il y en a de plus en plus qui s'identifient, qui se disent mais en fait, ça se trouve, depuis le début où je lutte contre ma personne et contre mon naturel pour pouvoir me plier à des besoins de société, ça se trouve, ça peut en fait solutionner. Ouais. Ça se trouve, je suis pas tout seul. Ouais. Voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, moi, comment ça s'est passé, pour parler de mon cas, parce que je peux pas représenter tout le monde, c'est qu'en fait, le trouble du neurodéveloppement, c'est un trouble qui est là depuis in utero, depuis la conception. Donc, on ne devient pas TDAH, on est
TDAH, d'accord. À partir de ce moment-là, j'avais quelques petits signes étant petite, notamment tout le temps dans mes cahiers scolaires, ne lis pas la consigne, attention aux erreurs d'inattention, des trucs comme ça en fait, où je posais 10 000 questions à ma mère pour pouvoir comprendre certaines choses, etc. Même encore aujourd'hui, il m'en reparle. La semaine dernière, il m'a encore dit « Tiffany, l'histoire de la serpillière », juste parce que je comprenais pas un fonctionnement, il fallait vraiment que j'ai tous les détails pour vraiment comprendre une histoire de serpillière. Bref, coucou maman. Et donc du coup en fait c'est ce côté très pensée arborescente, etc., cette hypersensibilité et tout que j'avais toujours eu. Maintenant j'ai eu un surcroît d'activité cérébrale en 2021, le fait d'avoir fait 50 heures, 60 heures par semaine en tant qu'entrepreneur, d'être jeune maman, d'avoir mes diagnostics de ma maladie dans tous les sens, ça a fait vriller mon cerveau. Et j'ai eu une interview en juin dernier justement pour la journée mondiale du TDAH qui est le 12 juin auprès d'M6 qui a raccourci un petit peu mon interview où je dis du jour au lendemain j'ai les symptômes du TDAH qui sont arrivés, mais clairement pas. Non. C'était dans le contexte, c'est-à-dire que assez brutalement, c'est ça que j'ai voulu dire, finalement la procrastination s'est invitée dans mon quotidien alors que j'étais une femme hyper organisée, je me souvenais d'absolument tout, là je suis devenue cucu les petits oiseaux, le cerveau d'un poisson rouge, avec des troubles d'inattention à devoir commencer une tâche et puis finalement jamais la finir, être dans un état de flow pour certaines choses et puis être en mode non j'ai pas envie, et là où je me jugeais énormément sur mais en fait j'ai des choses à rendre, pourquoi est-ce que j'ai pas envie, il faut que je le fasse absolument, puis à me mettre dans des énergies et dans une agressivité, une impulsivité, une frustration plus, donc du coup agréable absolument pour personne, je me comprenais pas. Et donc jusqu'alors ce qui avait été mobilisé par mon cerveau, et ça j'ai eu le diagnostic après avec un neuropsy, je vais venir après sur l'étape du diagnostic, c'est qu'en fait j'avais été diagnostiquée au potentiel intellectuel lors d'un test officiel réalisé par une psychologue exprès. Je n'ai pas été autodiagnostiquée là non plus. Et en fait, c'est très souvent que les TDAH ont un HPI qui est compensé. De plus, la fille, et ça a été souvent aussi étudié dans des études médicales, c'est que les femmes ont tendance à tellement devoir faire plus pour pouvoir justifier aussi qu'elles sont capables d'avoir leur place dans leur société, qu'elles surcompensent encore davantage. Donc le diagnostic chez les femmes est encore plus tardif que chez les hommes. Ça, c'est un fait. Maintenant, moi, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comme j'étais à fond dans les médecins dans tous les sens, je me suis dit, un de plus, un de moins, de toute façon, moi, j'aurai des réponses. Et donc là, je vais voir psychomotricienne, je vais voir ergothérapeute, je vais voir neuropsychologue. Et c'est ce neuropsychologue qui rassemble ces deux premiers éléments, parce que je me demandais si j'avais pas des troubles autistiques ou des trucs comme ça. Je savais pas du tout ce qui m'arrivait, quoi. Je voulais chercher à comprendre mon fonctionnement. Et là, elle me dit... Parce que dans les TSA, dans le trouble des spectres de l'autisme, tu peux retrouver aussi des fois des passerelles ou en fait des comportements qui correspondent. Donc c'est pour ça que le vrai diag, il est important pour savoir exactement. Ouais, parce que la prise en charge n'est pas du tout la même. Donc du coup, elle me fait faire le test et là, elle me dit là, on a plusieurs pièces du puzzle, mais ce n'est pas moi qui vais poser le diagnostic, c'est un médecin et c'est un psychiatre. Donc il faut passer par ces étapes-là pour pouvoir ensuite remettre les tests auprès du psychiatre qui est le seul éligible à pouvoir vous dire si oui ou non vous avez un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc là, je passe auprès d'un psychiatre qui me dit « Le constat n'est sans appel, évidemment !» Je sais très bien, donc c'est quoi les solutions ? Il me fait « Écoutez, il y a des traitements qui peuvent vraiment aider beaucoup de personnes, etc. Ça reste des opiacés, c'est des ordonnances qui sont hyper contrôlées, il faut choisir sa pharmacie pour savoir exactement quand est-ce qu'il faut y aller, c'est des ordonnances papier, sécurisées, enfin bref, c'est un truc assez costaud, quoi. Et alors là, moi j'étais anti-médicaments, je voulais surtout pas, enfin j'étais non, là je suis déjà dans un bordel pas possible physique, je peux pas accepter ça. Je dis, écoutez, le café, ça fonctionne plutôt bien. Sinon, il y a les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales qui marchent bien. Donc voilà. Mais moi, rien que d'avoir eu déjà le mot TDAH, rien que ça, j'ai pu me dire, alors attends, ça y est, je suis pas tout seul, il y a un mot. Parce que tu sais. Là, je me suis dit, je suis pas folle. Et là, je me rends compte qu'en fait, non seulement c'est un fonctionnement du cerveau, donc ça veut dire que je me suis complètement déculpabilisée de me dire, mais en fait, c'est pas moi qui choisis mon fonctionnement, c'est pas moi qui suis capricieuse, c'est pas moi qui... C'est vraiment mon cerveau, quoi. C'était pas des excuses, mais des explications qu'on est en train de me fournir. Et donc, à partir de là, je me suis rendu compte que, déjà en France, on n'en parlait pas.
parce que quand j'ai fait mes recherches, en fait, aucun témoignage de TDAH. Au Canada, par contre, ils étaient assez avancés là-dessus. Il y avait beaucoup de vidéos YouTube, etc. Et là, je me suis dit, mais moi aussi, je suis comme ça, mais moi aussi, je suis comme ça, machin. Et là, je me suis dit, mais... Comment ils s'appellent ça? ADHD, là, je sais pas quoi. ADHD, ouais, c'est ça. Et en anglais, mais il faudrait retrouver le truc, la définition, parce qu'elle est beaucoup plus positive que... Je l'ai plus, mon trouble de mémoire, voilà, je l'ai plus là. Mais elle est beaucoup plus positive qu'en France. Et d'ailleurs, handicap en anglais, ça veut dire present. Donc voilà, c'est. Ouais, nous, on démarre par gifted, pardon. Trouble Gifted. déficitaire, waouh, déjà, tu démarres. Non, handicap, le mot handicap, oui, en anglais, c'est gifted. Donc c'est quelque part, c'est le gift, c'est un cadeau. Donc quelque part, t'es chanceux d'avoir un handicap. Alors que nous, handicapé, regardez la définition dans le dictionnaire, c'est n'est pas capable de, mais en état d'infériorité. Voilà, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Et tout ça pour dire quoi? On a la preuve en direct. Puis là, force de papoter, forcément, tu vois, on part dans tous les sens, il y a la fatigue qui s'installe. Non, mais l'idée, c'est que, en fait, tu disais, j'ai évité les opiacés parce que j'avais un jag. Ouais. Mon cerveau, c'était comme ça, j'ai déculpabilisé. Donc, à partir du moment où je sais ça, déjà, c'est plus pareil, j'ai plus la même vie parce que, là, je continue. C'est ça. J'ai plus la même vie parce que je sais pourquoi et donc je vais pouvoir commencer à mettre en place les choses pour le gérer. C'est exactement ça. Et du coup, là, je comprends. En fait, j'expérimente, je fais équipe avec moi-même plutôt que d'être contre moi. Et là, on aborde une notion hyper importante qui est l'acceptation. Plutôt que d'aller contre moi, contre mon cerveau, etc. Je me dis, mon cerveau, c'est mon truc qui me permet en fait de travailler et de pas penser à mes douleurs, hein, toujours, on en est toujours là. Et du coup, il faut que je fasse absolument équipe avec lui-même. Donc, tu vois, je me rends compte que quand il y a trop de lumière, ça m'agresse. Alors, du coup, je vais travailler dans des environnements sombres. Je me rends compte que le matin, je suis beaucoup plus productive. Donc, je me mets des tâches vraiment qui nécessitent une mobilisation intellectuelle et l'après-midi, plutôt des rencontres un peu plus chill, etc. Où là, je sais que en termes de prod, ça va aller. Enfin, voilà, je mets quelque chose en place. Comme le matin, je vais m'absorber peut-être 3-4 cafés. Mais c'est ce qui va me permettre de rester focus à fond. Bon, là, aujourd'hui, c'est assez limite parce que là, je vais commencer à arriver à une prise en charge médicamenteuse. Mais c'est fou ce que tu dis parce que café, ça peut vouloir dire hyperactivité accrue et finalement, non. Pas du tout. Les psychiatres pour... Le mal par le mal. C'est limite ça. Non, mais en fait, ça a une capacité, la caféine, non pas à surexciter, parce que c'est ce qu'on pourrait croire, mais vraiment à mobiliser sa concentration pour être encore plus efficace par rapport à ce qu'on veut faire exactement. Moi, un café, aujourd'hui, plus le temps passe et moins il est efficace sur la durée, tellement je mobilise d'énergie et de concentration sur des choses qui sont de plus en plus importantes aussi dans mes projets. Et donc, il fait de moins en moins effet. Donc là, on est en train de voir avec ma psychiatre pour vraiment avoir une prise en charge médicamenteuse pour que du coup, je puisse tenir sur du long terme, quoi. Parce que là, clairement, mon cerveau va vriller. Et c'est ce qui s'est passé 3 mois plus tard après avoir eu le diagnostic, où là, j'ai vécu une alerte AVC. Ok, en tout cas, j'espère que ça va t'aider. Tu vas, j'imagine, comme tu es une grande fille, bien le gérer, avec ou sans. Et comment on vit sa vie de famille, sa vie de couple justement avec tout ça? Est-ce que ça a eu des impacts? Est-ce que tu as mis en place des solutions? Est-ce que tu peux donner des conseils aussi là-dessus d'ailleurs? Et avant que tu me répondes, j'aimerais faire une invite aussi aux personnes qui nous regardent. Si vous avez justement un questionnement sur le TDAH, je sais que c'est beaucoup de personnes qui s'autoproclament. Est-ce que vous-même, vous avez fait des diagnostics précis pour être déclaré? Ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui le ressentent au fond d'eux et qui se disent non, mais je le suis vraiment, j'ai lu, j'ai fait un petit test, genre dans un magazine ou autre? Voilà, ce serait intéressant de débattre un peu là-dessus pour savoir quel est votre avis sur ce sujet, puisque vraiment aujourd'hui, quand je vois sur les réseaux sociaux, je vois TDAH à tout bout de champ. Vraiment, on a l'impression que la moitié des contributeurs ou des influenceurs le sont. Voilà. Donc, quel est votre avis là-dessus? Parce que c'est quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que les gens qui le disent, est-ce qu'ils ont vraiment posé un diag ou est-ce que c'est de l'autoproclamé? Parce que le problème des autoproclamés, s'il y en a trop, à bout d'un moment, en fait, ça décrédibilise ceux qui le sont vraiment et qui ont besoin d'une prise en charge réelle et beaucoup plus lourde. Complètement, c'est ce que j'ai vécu. Hein. C'est là, quand il y a eu cette vidéo de M6, c'est le nombre de personnes qui m'ont lynché justement en disant que mais en fait elle n'a pas du tout de TDAH, c'est juste qu'elle est fatiguée ou des trucs comme ça. Enfin, ça remet en cause ce que je dis alors que clairement je le vis, je l'expérimente et je suis surtout diagnostiquée par un médecin. Donc maintenant je sais que la démarche aussi peut être très dissuasive. C'est vrai. C'est ça, c'est qu'à un moment donné c'est plus juste quoi. Mais la démarche peut être dissuasive aussi parce que le neuropsychologue n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, donc ça veut dire qu'il faut débourser 200 à 300 euros pour faire les tests, et sauf si le psychiatre peut faire le test et dans ce cas-là c'est pris en charge par la sécurité sociale s'il est pas non plus, s'il est conventionné et que ça dépasse pas les honoraires quoi. Ça aussi c'est dissuasif. Donc la vie de famille, est-ce que tu es prête à nous dire quelques mots là-dessus sur comment on peut avoir la vie de couple, la vie de famille, voilà, et quel impact ça peut avoir surtout? C'est un impact en fait qu'on ne peut pas négliger, c'est-à-dire que dans mon cas, donc avec le papa de mes enfants, ça faisait depuis l'âge de mes 16 ans que j'étais avec lui. Donc il a vu toute ma maladie évoluer.
pour le coup, il a été le témoin, un aidant incroyable. Un aimant, j'aime bien le dire aussi. Oui, on a parlé hier. Plutôt que d'être les aimants. Les aimants, j'aime bien dire ça. Mais pour le coup, voilà, il y a ce côté, il a tout traversé avec moi, il a été incroyable, mais vraiment, notre couple s'y est perdu. On était devenus des colocataires, des gens soutenants l'un pour l'autre, mais on n'était plus dans cette relation de couple parce que moi, je m'étais complètement perdue. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus quelle était ma place, mon identité au travers de tout ce que je traversais. J'étais devenue maman et donc du coup, il y avait une perte d'identité totale. On a fait une thérapie de couple pour nous aider aussi à trouver un chemin de communication de tout ça. Et en fait, ça n'a pas pu aboutir parce qu'en fait, la maladie a pris le pas aussi sur ça. Et ça, c'est important aussi de le dire qu'il y a quand même beaucoup de couples qui se séparent au moment des maladies. Alors moi, c'est pas maladie ça ou accident aussi. Ou accident, notamment pour les cancers. Je sais que c'est assez incroyable le nombre de séparations qu'il y a justement après les annonces de cancer. Moi, c'est pas mon cas dans le sens où on ne s'est pas séparés parce qu'il y avait la maladie, mais c'est vraiment parce que dans le temps, ça nous a abîmés et qu'on n'a pas su, jeunes, s'équiper, communiquer et entretenir une certaine flamme d'amour véritable. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, on s'entend super bien, c'est un papa incroyable, il est toujours soutenant avec moi parce que j'ai plus de voiture, je peux plus conduire depuis 5 ans, c'est lui qui va aller me chercher mon drive pour mes courses parce que je peux pas aller faire mes courses, enfin s'il y a besoin parce que je suis vraiment pas bien, c'est très très rarement arrivé, il va prendre les enfants plutôt un soir parce que je suis pas bien. Mais il y a toujours un soutien. Il reste un aidant. Ouais, il reste toujours un aidant et je suis fière de l'avoir dans ma vie et que notre relation basée sur le respect, il y a toujours cette forme d'amour en fait qui est toujours là, bien que voilà, c'est plus cet amour conjugal, mais ce respect infini, cette tendresse infinie, cette amitié qu'on aura pour le reste de notre vie, on formera toujours une famille. Et donc on s'est dit, quitte à rester une famille, autant incarner pleinement ces valeurs-là, les transmettre à nos enfants et puis jouer le jeu du soutien, quoi. Ouais, puis c'est un bel exemple qu'on n'est pas obligé de se tirer sur la gueule parce qu'on est séparés. Enfin, au contraire, parce que le premier gagnant, c'est le gosse. Enfin, les enfants sont premiers gagnants d'avoir une belle relation d'un côté comme de l'autre. Ouais, et en même temps, ça leur crée quand même un peu de bug. Ils disent, mais attendez, là, vous vous entendiez pas et maintenant que vous êtes plus ensemble, vous entendez bien. Peut-être que ça peut. On peut recoller le truc. C'est ça. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple. Bon, ils apprennent de ça aussi. Exactement. Mais bon, en tout cas, c'est beaucoup mieux de vivre comme ça que d'avoir un conflit de loyauté avec des gens qui se crêpent le chignon et quand t'entends d'un côté la critique du papa et de l'autre côté la critique de maman. Ouais, non. C'est pas bon non plus. Après, tu vois, c'est quand même pas simple de se dire, tu vois, j'avais 29 ans quand on s'est séparés, et on était propriétaires, mariés, 2 enfants, un chat, un chien. Tu vois, j'avais tout ce que la société exigeait de moi. Tu vois. Enfin, j'avais 2 voitures, tout ça. Enfin, j'étais rentrée dans la case de la société. Et puis, voilà, c'était pas suffisant. C'était pas la bonne case. C'était pas la bonne case, exactement. Et aujourd'hui, tu es beaucoup plus épanoui dans le modèle que tu as choisi aujourd'hui de entrepreneur et tout. Ça va beaucoup mieux. Alors, je sais qu'évidemment, on en parlait. Économiquement, c'est pas la meilleure solution non plus. Non. Mais malgré tout, tu as le sentiment de te réaliser. J'ai l'impression de faire ma part comme je l'entends moi et non pas comme ce que la société exige de moi. Si j'ai envie de te dire merde, je te dirai merde, évidemment avec des fleurs et tout ça. Mais dans l'idée, c'est quand même de se dire, écoute, à un moment donné, il y a des constats. Je suis là, je ne sais pas pour combien de temps. J'ai encore le 15 janvier revécu une alerte AVC. Je sais que chaque seconde est comptée. Avant même, et je te le dis en direct, de faire cette interview ensemble, j'attendais que tu fasses ton autre interview. Il a fallu que j'aille en pharmacie à côté parce que j'étais en pleine crise. Et ça, c'est des choses inanticipables, etc., que je peux pas vivre. Pourquoi je te sors ça ? J'étais partie dans un truc... Est-ce que tu as le sentiment de davantage te réaliser aujourd'hui ? Ouais, je vois, j'ai une crise et je me réalise vachement. En dépit de... Alors moi, je dirige une EA, donc du coup, l'adaptation, c'est mon quotidien. Non, je dis en dépit de tout ça, en dépit peut-être du moindre matériel, tu te réalises davantage parce que tu as le sentiment de faire et d'être aligné avec qui tu es et ce que tu veux faire. Oui, du coup, je suis plus alignée avec moi-même parce que je m'offre la liberté. Mais tu peux moins aligner par contre. C'est ça. Non, je m'offre la liberté qu'on ne m'offre pas en entreprise. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de pouvoir justement aller semer des graines auprès des organisations, mais auprès finalement de chaque humain, que tu sois ouvrier, que tu sois manager, que tu sois directeur, que tu sois politicien, je m'en fiche.
Tu as un cerveau, un cœur et des idées pour faire changer les choses. Alors, beaucoup de gens vont dire que je suis en mode bisounours, que je desserre la cause, parce que je suis trop positif, parce que je suis trop optimiste. J'ai eu la chance, en 2023, de faire le tour du monde et de voyager énormément par les compétitions internationales de mon conjoint, et j'ai pu voir à quel point l'inclusion et l'amour étaient une réalité. On peut dire qui c'est ? On peut dire qui c'est. Vous allez sur le podcast qui est juste ici, je l'ai reçu il y a quelques mois. Et en fait... 41 médailles. Et en fait, pourquoi je te dis ça ? Là, ah oui, et en fait, j'ai pu constater à quel point l'amour, mais pas l'amour charnel, l'amour de se connecter les uns avec les autres, l'amour du travail, l'amour de transformer chaque difficulté en opportunité. En fait, dans le monde, c'est une réalité. Et nous, qui sommes soi-disant un pays reconnu comme étant la capitale de l'amour, et on l'a bien vu, ça a été proclamé haut et fort pendant les Jeux de Paris, excuse-moi, mais à quel moment tu vois de l'amour dans la rue ? Absolument nulle part. Donc aujourd'hui, je prends le parti d'assumer la valeur qui est au fond de moi depuis toujours, depuis toute ma vie. C'est comment est-ce qu'on peut faire l'amour au quotidien, auprès des entreprises, auprès des collaborateurs, auprès des institutions, et comment est-ce qu'on peut vraiment être dans la construction de valeurs par nos valeurs de respect, de tolérance et de bienveillance. Et tu le fais plutôt bien. D'ailleurs, je vais mettre un petit extrait de toi, un TEDx sur scène, qui prend justement la parole sur le sujet. Comment être pleinement soi-même, révéler notre lumière et créer notre place dans ce monde. Depuis l'école, puis après la société, on nous demande quelque part de se conformer, de rentrer dans des moules, dans des cases, qu'on vient d'entendre à l'instant. Nos traumatismes, nos doutes, nos peurs, tous ces éléments considérés comme noirs de nos vies sont en réalité des opportunités pour les transformer. Je subis la première cause de discrimination en France. Je suis handicapée. Et si on veut aller plus loin, on veut trouver des solutions. Demain, je te dis, allez, tu as une chance, tu vas rencontrer une chance, je sais pas. Tu vas rencontrer la ministre du handicap, le Premier ministre, ou toi-même, tu as la possibilité d'être au ministère. C'est quoi le premier projet de loi que tu penses qu'il faudrait défendre ? Tu vas me dire, comme tout le monde, il y en a plein, mais voilà, vraiment pour toi, la priorité, ce que tu penses qui peut être à la résolution de beaucoup de problématiques des personnes handicapées, ça serait quoi ton idée ? Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment comment on peut créer ces espaces d'intelligence collective entre les ministères, et comment est-ce qu'on peut l'associer à des consultations citoyennes. Avec un nom. En fait, en gros, l'idée, c'est de dire que le ministère du handicap, ou même la secrétaire déléguée, ça serait simplement en fait une espèce de numéro 8 au milieu de l'équipe qui viendrait collecter et rejaillir sur les autres. C'est ça ? C'est en fait, il faudrait ça. qu'il y ait un bout du ministère du handicap dans chacun des ministères. Exactement. Et puis à un moment donné, c'est aussi responsabiliser les entreprises et de se dire, bon, écoutez, si vous aussi, vous êtes force d'innovation, si vous voyez qu'il y a des pratiques, etc., qui peuvent être cool, comment est-ce que vous pouvez aussi la proposer au niveau du ministère pour qu'il y ait aussi un champ national de tester, etc. Mais il faut être dans le test, il faut être dans l'expérimentation, il faut être dans le test and learn, comme on dit en entreprise. On teste et on apprend de toutes nos réussites, de nos apprentissages, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on peut quelque part un petit peu s'inspirer aussi du milieu de l'entreprise pour pouvoir le mettre au sein du gouvernement, et à la fois bénéficier de la force du gouvernement pour pouvoir aussi faire que les entreprises puissent suivre un modèle qui soit réaliste, réalisable pour eux en tant que directeur, manager au niveau économique, parce que c'est le gros nerf de la guerre, mais aussi au niveau des collaborateurs pour qu'ils puissent se sentir pleinement à leur place, non jugés et intégrés et inclus. Alors inclus, bon, on va pas en parler, mais apéri, comme il a le droit d'être et comme il a le devoir d'être. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, ça fait passer un truc. Tu sais, moi, dans mon entreprise, j'ai 150 personnes, j'ai pas de directeur de l'innovation, j'ai pas de directeur même de l'inclusion ou de la RSE. Tu sais pourquoi ? C'est parce que c'est exactement pour ça. C'est parce qu'en fait, si j'ai ça, c'est son travail à lui d'innover, et c'est son boulot à lui d'être RSE, de faire tout ça. Alors que si tu n'en as pas et que tu responsabilises chacun des individus en disant, vous, à votre petit niveau, vous pouvez faire une petite action, eh bien chacun fait un petit bout, et finalement si tu as le collectif de 1 ou 10% de chacun, eh ben, tu as 150, 200, 300% d'action, alors que sinon c'est le travail d'un gars qui va ramer pour essayer de marquer les autres avec lui. Et donc c'est ça l'histoire du ministère. C'est un peu ça. C'est qu'en gros, en fait, il faut un ministère du handicap dans chacun des ministères pour que de manière collective, ils nourrissent le projet de... On demande à ce qu'il y ait des référents handicap aujourd'hui dans les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus de 250, c'est ça. Mais pourquoi on ne le fait pas déjà
sans forcément à ce qu'il y ait 250 salariés. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à partir du moment où on embauche quelqu'un, que le directeur, le manager, etc. soient un minimum formés sur ces problématiques-là. Ça peut être aussi engager les collectivités territoriales pour qu'elles puissent aussi regrouper tous les commerçants, les artisans, etc. qui, eux, se sentent tellement éloignés aussi de tous ces sujets-là parce que ça concerne que les grands groupes, mais pas du tout. Tout le monde est concerné par ces sujets-là. Et à partir du moment où on aura considéré que nous sommes toutes et tous ambassadeurs de notre humanité, ça fait peut-être grand sujet, grande pompe, etc. Mais pas du tout, c'est une réalité. Écoutez bien, comment est-ce qu'on peut être ambassadeur de notre humanité? Ça veut dire quoi? Quelle valeur on a exactement? Qu'est-ce qu'on veut pour notre monde de demain? Qu'est-ce qu'on laisse comme planète à nos enfants? Et là, on verra qu'on sera vraiment responsable, que ce soit pour la partie sociétale, mais aussi environnementale. Bon, franchement, là, c'est magnifique pour la fin. C'est waouh, quel terminus. Bon, j'espère que vous avez bien aimé Tiffany. Moi, j'adore à chaque fois échanger avec elle, même s'il y a des petits sujets sur lesquels on n'a pas parlé aussi de la reconnaissance, mais des petits sujets sur lesquels on peut avoir des opinions d'un angle différent. Likez, bien sûr, pour encourager tout ça. Merci infiniment d'avoir contribué et puis d'avoir livré tous ces messages qui sont passionnants et d'avoir aussi cette capacité à dire les choses clairement sur même la vie intime, la vie privée. C'est vraiment génial et je trouve que ça inspire du monde. Voilà. Et puis merci à tous de suivre ce podcast. Abonnez-vous pour la suite. Merci beaucoup. Merci Tiffany. Ghislain pour tout ce que tu fais aussi, pour permettre aussi de mettre la lumière sur ces sujets-là qui sont quand même hyper importants, de le faire avec cette humilité-là et par l'exemple et par l'action. Donc c'est ce dont on a besoin de continuer. L'action, c'est la priorité chez moi. Merci à toi, merci à tous et à bientôt. Bye bye.